Dimanche 18 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité sur Canal 3 Bénin. Au menu du grand format, l'actualité politique est marquée par les résultats provisoires des élections législatives et communales du 11 janvier dernier. La Sénat a enfin livré son verdict. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Nous ferons également un zoom sur la mise en vigueur de la loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025 régissant les associations et fondations et qui abroge la loi française de 1901. La réforme prévoit pour toutes les organisations un délai de mise en conformité de 9 mois, délai qui vient à échéance en avril 2026. Toutes les organisations seront donc tenues de mettre à jour leur statut pour se conformer au nouveau cadre légal. Quelles sont les contraintes et les principales difficultés rencontrées lors de l'inscription sur le nouveau registre des associations et fondations lancé en décembre 2025? La réponse avec Alavokmeou Alessandre. Il est expert en management et leadership des services et programmes de santé. Il est aussi expert international en redevabilité sociale. Avec lui, nous parlerons de ce passage obligé de la loi 1901 à la loi 2025-19 qui tend vers une professionnalisation et une transparence accrue du secteur associatif au Bénin. Nous aurons aussi, comme d'habitude, la revue de presse hebdomadaire de Assimo Kanyan-Siongbon, sans oublier bien évidemment la page culture qui va boucler cette émission. Tout de suite, le journal. Au sommaire de ce journal, les candidats aux élections législatives du 11 janvier dernier sont désormais fixés sur leur sort. Après plusieurs jours d'attente, la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce samedi à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Les détails dans un instant. Une semaine après la consultation du TOFA 2026, le Comité national des rites vaudou a convié les Bokonos de toutes les régions du Bénin, les dignitaires et les têtes couronnées au rituel du Vossissa. Rappelons que c'est le signe Lososa que le TOFA a révélé et ce signe comporte des interdits. Il recommande également certains rituels à faire. Et pendant ce temps, le Bénin rend hommage à un jeune militaire de la garde républicaine. Il s'agit de Jean-Baptiste Dotou, tombé les armes à la main lors des affrontements entre putschistes et forces loyalistes au domicile du président Patrice Talon le 7 décembre dernier. Retour dans ce journal sur les événements forts, les temps forts de cette cérémonie. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À vous, bonsoir. Les candidats aux élections législatives du 11 janvier dernier sont désormais fixés sur leur sort. Après plusieurs jours d'attente, la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé dans la soirée de ce samedi à son siège à Cotonou à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, seul parti ayant rempli les conditions d'éligibilité définies par le Code électoral, lèvent respectivement 60 et 49 sièges à l'Assemblée nationale. Suivant un extrait du président de la Sénat. Les partis Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau ont recueilli chacun au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales législatives. Ils franchissent ainsi la barre de l'éligibilité pour l'attribution des sièges. Article 4. Éligibilité dérogatoire par la présence d'un accord de coalition parlementaire. La Sénat a enregistré avant le scrutin, conformément au Code électoral, un accord de coalition parlementaire réunissant les partis Bloc républicain, FCBE, Moelle Bénin et UP Le Renouveau. Conformément au deuxième alinéa de l'article 146 du Code électoral, le législateur a prévu un mécanisme spécifique pour les alliances structurées.
Pour bénéficier de cette éligibilité par coalition, les formations politiques doivent remplir 3 conditions cumulatives. Premièrement, un seuil de représentativité nationale. Cela veut dire obtenir au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national. Deuxièmement, formalisme conventionnel, c'est-à-dire avoir conclu et déposé avant le scrutin un accord de coalition parlementaire en amont du scrutin à la Sénat. Troisièmement, enfin, obligation pour la coalition parlementaire d'obtenir au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales législatives. L'examen des suffrages valablement exprimés révèle les résultats ci-après. Le parti FCBE a réuni un score de 4,86%. Et ce score est inférieur au seuil de 10%. Le parti Moël Bénin a obtenu 1,21%, un score inférieur également à 10%. Bien que les partis FCB Moël Bénin aient conclu un accord de coalition parlementaire avec l'UP Le Renouveau et le BR, les avantages de cet accord ne peuvent leur être appliqués. En effet, ils n'ont pas atteint individuellement le seuil minimal de 10% au plan national requis pour rendre l'accord opérant à leur profit. Conclusion, seuls les partis Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau sont déclarés éligibles à l'attribution des sièges, étant donné que le parti, les démocrates, n'appartient à aucune coalition parlementaire et n'ayant pas obtenu 20% dans chacune des circonscriptions, il est forclos. Ayant franchi le seuil de 20% des suffrages dans chacune des circonscriptions électorales, les deux formations majeures se partagent la représentation nationale comme suit. L'Union progressiste, le Renouveau, UP Le Renouveau, fort de ses 41,15% de suffrages à l'échelle nationale, ce parti s'adjuge 60 sièges à l'Assemblée nationale, dont 44 au titre des sièges ordinaires et 16 sièges exclusivement réservés aux femmes. Le parti Bloc républicain BR, crédité de 36,64% des voix au plan national, obtient 49 sièges. Cette présence parlementaire se décompose en 41 sièges ordinaires et 8 sièges exclusivement réservés aux femmes. Et quelles sont les statistiques globales des législatives du 11 janvier 2026? On retrouve le président de la Commission électorale nationale autonome pour les détails. Il est au micro de Hugues Vingbe et Elvis Tonokoy. Au sortir des urnes, les statistiques globales du scrutin ont été les suivantes. Nombre d'inscrits au plan national, 7 834 608. Nombre de votants, 2 877 773. Suffrages valablement exprimés, 2 790 347. Bulletins nuls, 87 426. Nombre de postes de vote, 17 350.
Taux de participation 36,73. Les grands chiffres des résultats par parti politique. La Sénat rend public les scores obtenus par chaque formation politique au plan national. Bloc républicain, entre parenthèses BR, nombre de suffrages au plan national, 1 022 462, ce qui fait 36,64%. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, 135 525, ce qui fait 4,86%. Les démocrates, en sigle LD, 450 405, en pourcentage 7,14%. Mouvement des élites pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, 33 837, ce qui fait 1,21%. Et enfin, cinquième partie, Union progressiste, le renouveau, UP, le renouveau, 1 148 118, ce qui fait 41,15%. La publication des grandes tendances sorties des élections législatives par la Sénat offre l'occasion aux populations d'apprécier non seulement l'organisation du scrutin, mais aussi les résultats qui devraient être acceptés de tous, étant donné que ces élections sont régies par le code électoral que le peuple béninois s'est donné. Sur la question, nous allons suivre Blaise Soglo, analyste sociopolitique, et Delmas Koli, juriste, rencontré ce matin à Abomey-Calavi par Vigile Ahodayan. Nous saluons la maturité du peuple béninois pour avoir voté dans la convivialité, dans la transparence totale. Cela témoigne de notre dynamisme démocratique. Vous auriez constaté que tout s'est passé de façon normale. Le Bénin vient de démontrer encore une fois et à la face du monde entier que nous sommes une école en matière électorale. Donc je profite en fait pour remercier tous les acteurs qui ont œuvré pour cela, la Sénat, les organisations de la société civile, l'appareil d'État qui a organisé l'élection. S'agissant des résultats, le BR, l'UP et le BR sont sortis, disons, gagnants de cette élection législative. C'est bien, nous saluons les deux partis qui ont su maintenir leur pouls. Nous saluons également les autres partis, Moël Bénin, FCBE et aussi LD, qui vont apprécier les résultats. Nous sommes assis sur des lois et c'est ces lois-là qui ont régi les élections. Les gens sont allés voter et voilà leur choix. Donc nous ne pouvons nous plier qu'à cela. Nous remercions, n'est-ce pas, la Sénat pour ce défi qu'elle a relevé. Et c'est pour une première fois dans l'histoire de notre parcours politique depuis le renouveau démocratique que nous organisons de grandes élections. Et nous remercions chacun des acteurs politiques qui se sont impliqués dans ce processus pour la paix qu'on a cultivée, qui a témoigné que nous sommes quand même dans un pays où les élections continuent toujours d'être des moments de paix et de joie. Nous félicitons d'abord tous ces partis-là, que ce soit FCB, Moël Bénin ou LD, pour avoir accepté ces résultats-là, parce que sous d'autres cieux, c'est des gens savent très bien qu'ils n'ont pas gagné, mais après la proclamation des résultats, c'est déjà des violences qui commencent. Nous remercions chacun de ces acteurs pour leur maturité et nous félicitons également les deux partis qui ont pu valider leur ticket au Parlement pour cette 10e législature. Et ce qu'il faut remarquer, c'est le faible taux de participation. Une semaine après la consultation du TOFA 2026, le Comité national des rites vaudou que préside le professeur Maouyon Kako a convié les Bokonos de toutes les régions du Bénin, les dignitaires et les têtes couronnées au rituel du Vossissa. Rappelons que c'est le signe Lososa que le TOFA a révélé et ce signe comporte
des interdits. Il recommande également certains rituels dont l'exécution contribuera à repousser les mauvais sorts afin que la nouvelle année se déroule en paix au Bénin. Les rituels du Vossissa ont été faits dans la forêt sacrée de Kwassé comme l'année dernière. Voici le reportage de Virgile Ahadayan. Au pied de ces Tiroko, grand arbre qui siège au milieu de la forêt sacrée de Kwassé, considéré comme le quartier général des divinités à Ouida, les bokonos venus de tous les horizons du Bénin et les ingrédients essentiels indispensables à l'exécution des rituels que recommandent les signes issus de la consultation du Bénin Tofa 2026. C'est donc pour rester dans cette ligne-là que le comité des rites vaudou a convié tous les bokonos pour que ces rituels puissent être exécutés. L'exécution des rituels du Vossissa liés au Tofa 2026 a été l'occasion pour les prêtres du Fa, les têtes couronnées et autres dignitaires du culte vaudou de prononcer des incantations et des paroles positives, non seulement pour conjurer les mauvais sorts dont le Tofa a fait la révélation, mais aussi pour implorer l'indulgence et l'assistance des divinités en faveur du Bénin. La portée de ces rituels, c'est que la parole de Fa qui est arrivée, qui est une parole de sagesse, que les influx positifs qui sont incrustés sur cette parole positive-là puissent être renforcés pour que ces influx positifs puissent advenir et rejaillir sur toute la nation béninoise. De la même façon, les influx négatifs doivent être rejetés, annihilés, bannis pour que les citoyens puissent trouver la prospérité, la paix et la clairvoyance nécessaires au cours de l'année qui vient de débuter. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère de convivialité et pour certains, c'est déjà le présage d'une année 2026 favorable au Bénin. Cette année, le SOSA va nous amener beaucoup de bonnes choses parce que le vote a été bien fait. Ça sera sans problème pour les Béninoises et les Béninois. Nous sommes apaisés et totalement apaisés. Cependant, Dada Adidekon d'Enroyon Voyon invite tous les Béninois au respect des interdits que comporte le Lososa. Une nouvelle moins gaie à présent. Le Bénin a rendu hommage ce samedi 17 janvier 2026 à un jeune militaire de la garde républicaine. Il s'agit de Jean-Baptiste Dotou, tombé les armes à la main lors des affrontements entre putschistes et forces loyalistes au domicile du président Patrice Talon le 7 décembre dernier. Le chef de l'État, les ministres de la Défense nationale et de l'Intérieur, ainsi que les membres de la famille du défunt et ses frères d'armes étaient présents à cette cérémonie d'hommage. Nous allons suivre quelques témoignages à l'issue de la cérémonie. Comme vous l'avez constaté, l'émotion est trop grande. Et je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Seulement, Jean est parti, mais il est encore là. Je remercie le Seigneur. Il est tombé sous mes yeux et le voir partir et surtout partir définitivement aujourd'hui, c'était difficile pour moi. C'est vrai que nous avons prêté serment de servir la nation jusqu'au sacrifice suprême, mais tomber de cette manière, pas face à l'ennemi, mais face à des collègues et avec des armes achetées par l'État béninois, c'est très décevant. Et en tant que chef militaire, j'ai de l'amertume pour ce qui est arrivé et je suis vraiment énervé face à ce drame qu'on pouvait éviter.
ça fait pitié. Mais on a opté pour, on a signé un engagement pour défendre la patrie. C'est vrai, c'est sous nos yeux, tout ce qui s'est passé. Je garde encore en moi des émotions fortes. Dans la même logique, ce vendredi 16 janvier, le Bénin rend hommage à ses héros, à l'occasion de la commémoration des martyrs du 16 janvier 1977. C'est des soldats tombés sur le théâtre de l'opération Mirador. Une cérémonie officielle de dépôt de gerbe s'est déroulée à Cotonou, au jardin de Mathieu. La rencontre présidée par le chef d'état-major général des forces armées béninoises a réuni les autorités militaires et la cérémonie a également marqué la décoration de plusieurs officiels étrangers arrivés en fin de formation. Suivant. L'instant est solennel ici, au jardin de Mathieu. En ce 16 janvier, la nation béninoise honore la mémoire de ceux qui ont payé le prix ultime pour défendre sa souveraineté. Des gerbes sont déposées en l'honneur des martyrs du 16 janvier 1977, mais aussi les soldats tombés lors de l'opération Mirador. Un geste symbolique pour rappeler le courage de ses fils et filles. Aujourd'hui, 16 janvier 2026, nous avons une pensée pour tous ces martyrs qui sont tombés au nom de la République, au nom du Bénin. Vous savez, le 16 janvier, nous l'avons retenu pour rendre hommage à nos frères d'armes qui sont tombés au cours des diverses missions dans lesquelles ils sont engagés. S'engager, c'est un sacerdoce. S'engager, c'est fricoter avec la mort au quotidien. Cette journée de souvenir est aussi un moment de reconnaissance aux soldats étrangers en fin de mission au Bénin. Ces 5 officiers des forces armées de la France, des États-Unis, du Royaume de Belgique, du Royaume du Maroc et du Nigeria reçoivent la médaille de la défense nationale à titre exceptionnel. Une distinction qui salue leur contribution au renforcement de la coopération militaire et diplomatique. Nous sommes très fiers de pouvoir apporter notre petite contribution dans ce combat. Parce que ce combat n'a pas que des effets négatifs sur le Bénin, mais ça a des effets négatifs sur tout le monde. Donc nous sommes contents d'être côte à côte avec vous pour mener ce combat. Cette médaille est une reconnaissance et ça montre que nous sommes dans la bonne voie. Un grand merci au nom de tous les attachés de défense accrédités pour le Bénin. Cette cérémonie rappelle que la paix et la sécurité se construisent, un héritage que les forces armées béninoises préservent au quotidien. Autre volet de l'actualité nationale, la 52e promotion du Centre de formation en informatique et technique et de gestion documentaire du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale est d'ores et déjà libérée. La remise de diplôme aux lauréats a été faite ce jeudi à la tour administrative de Cotonou en présence de formateurs, parents et cadres de l'administration publique. Nous allons suivre. Sélectionnés à l'issue d'un test rigoureux, puis outillés dans plusieurs matières, notamment la déontologie administrative, le secrétariat et la correspondance administrative, ils sont 24 à recevoir leur parchemin. Nous voudrions à cet instant précis exprimer notre profonde gratitude aux autorités du ministère du Développement, de la coordination et de l'action gouvernementale. À travers vos orientations stratégiques et votre engagement constant en faveur du renforcement des capacités humaines, votre vision à long terme pour le progrès, vous contribuez activement à bâtir une administration moderne. La formation dispensée au CFI TGD repose sur un programme structuré autour de 13 modules, soigneusement conçu pour offrir aux apprenants une formation complète et adaptée aux réalités professionnelles.
Le directeur adjoint de cabinet du ministre en charge du développement, après avoir salué une tradition de promotion de l'excellence vieille de plusieurs décennies, indique aux lauréats les valeurs apportées pour une carrière professionnelle aboutie. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Vous venez de vous en armer et cela vous ouvre désormais les portes d'un avenir riche de possibilités. Au cours de votre apprentissage, vous avez été plongé dans les réalités du monde professionnel. Vous avez appris la rigueur, l'organisation, la discipline et le sens du service. Ces valeurs sont vos meilleurs alliés pour la suite de votre parcours. Depuis 1990, le Centre de formation en informatique et technique de gestion documentaire du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale s'illustre à travers la formation de jeunes cadres compétents et opérationnels. Cette 52e promotion porte à 2436 le nombre de diplômés livrés sur le marché de l'emploi par l'entité. Au lendemain de Vodou Days, la plupart des restaurateurs de Ouidah peuvent se frotter les mains. La période a été celle des vaches grasses pour les restaurants qui ont connu de grandes affluences. Et qui dit affluence parle de chiffre d'affaires, mais la question qui se pose est de savoir les dispositions que les managers de restaurants ont mises en place pour gérer le flux des visiteurs liés à la période des Vodou Days. Nous allons suivre. 10 heures à la cabane du Centre culturel des rencontres internationales CCRI de Ouidah. Les 8, 9 et 10 janvier dernier, à pareil moment, le Festival international des Vodou Days battait déjà son plein. En dehors des sites dédiés, il y avait du monde un peu partout dans la ville, notamment au niveau des restaurants. On était obligé au fait de renforcer nos équipes, donc prendre du personnel au fait en extra pour nous permettre au fait de faire face au fait à ce monde au fait qui est un peu plus que la clientèle habituelle. En matière d'offres de services, je pense que nous avons maintenu le standard habituel, mais également au niveau au fait des besoins, nous avons augmenté un peu nos besoins au fait en termes de stock. À l'instar de la cabane du CCRI, la plupart des restaurants de Ouidah ont connu des chamboulements dans leurs habitudes pendant la période des festivités. Nous avons essayé quand même de gérer au mieux l'affluence que nous a offert cette opportunité. Nous nous sommes préparés. On a fait l'équipe en conséquence, de jour comme de nuit. Par exemple, au menu des 3 jours, à quelques exceptions près, nous avons proposé par exemple du djongoli avec du doevi, du atassi avec du ja et du poisson, du bomio poulet braisé, et nous avons aussi proposé du mantenja avec télibon. Ici, on est resté focus sur l'objectif de la restauration et de la sauvegarde du patrimoine culinaire du Bénin. Toute modestie gardée, la satisfaction elle est totale. Déjà pour les découvertes des plats, ils sont vraiment contents. Ils reviennent, il y en a qui ont mangé sur les 3 jours ici. Et les mêmes repas, nous ne pouvons que rendre grâce aux mains de nos ancêtres qui nous ont égayés et qui nous ont bénis sous cet angle. En dehors des restaurants, la période des Vodou Days a été également favorable au petit commerce. L'organisation de cette année est meilleure à celle de l'année dernière. Nous avons bien vendu pendant la période. Bravo au chef de l'État. Les Vodou Days représentent une opportunité particulièrement pour les restaurateurs. Le flux important des visiteurs que traîne le festival permet à ces derniers de faire de gros chiffres d'affaires et c'est à bon droit qu'ils souhaitent tous avoir ce type d'événement à Ouidah, si possible, plusieurs fois dans l'année. L'année 2025 a révélé bon nombre de personnes et personnalités dans divers secteurs. Parmi ce bon nombre, certains se sont particulièrement imposés, devenant ainsi des révélations de l'année écoulée. Esther Tofa nous propose un top 5 de ces révélations que je vous invite à découvrir dans cet élément. De l'espoir historique de fournir au sommet de la stratégie politique, l'année 2025 a vu l'éclosion de talents exceptionnels qui redéfinissent l'identité du Bénin. Voici pour vous le top 5 des personnalités qui, par leur impact, se sont imposées comme les révélations incontournables
de cette année. Anna Fambo, un nom plus connu du public béninois depuis sa prestation le 1er août 2025 à l'occasion des manifestations officielles de la fête nationale. Elle y a exécuté avec l'accompagnement de la chorale polyphonie Evas l'hymne national en langue adja. Qui ne connaît pas cette cantine, si on peut l'appeler ainsi, du plus grand consommateur autoproclamé de la viande de porc à haute autorité, web humoriste, s'est révélé cette année 2025 par ses contenus dont l'originalité est le maniement du dialecte goût. Table fa lo fa. Moi. Oh. Avocat ouais ton lot. Bala hotel. Noté amen les donner pour mener bloquer. Noté amen. Ahoto. Dondo assemblée. Oto gwena demene. Merie avocat ria. Yewe yi avocat eton. Yeno yoro nyedo ahoto autorité gbaju mo no tete do nyama gbera mo ma se plutôt c'est tout ko le nyone. On s'y abouté. OK. Moi te dis. Votre honneur, j'ai l'immensime honneur de... toi la tag Benoumi. Présent sur les réseaux sociaux depuis 2024, c'est en 2025 qu'il s'est fait le plus remarquer par le public béninois. Au-delà du rire, il utilise sa plateforme pour des actions de sensibilisation touchant un large public. C'est clair. Keta Paul, chef d'arrondissement de Canvier 2, auteur des expressions virales « Je n'aime ça » et « Tout le monde dans les rangs ». Des expressions qui ont offert aux créateurs de contenu de quoi alimenter leurs divers canaux pendant plusieurs semaines et largement reprises dans le langage quotidien. Il est dans le rang. Oui. En deuxième position, le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagne. Désigné comme le dauphin du président Patrice Talon, il s'est imposé comme la véritable révélation et figure de proue de la scène politique béninoise, marquant un tournant décisif dans sa carrière. En somme, l'année 2025 consacre Romuald Wadagne non plus seulement comme un ministre performant, mais comme l'homme providentiel choisi pour porter l'avenir politique du Bénin.
À la première position de notre classement, Kate Sono, l'Amazone en chef. Inconnue du grand public quelques mois auparavant, elle est devenue en 2025 la figure la plus influente de la scène culturelle et sociale béninoise, attirant l'attention des médias internationaux et des institutions nationales. Son défi culinaire dans le cadre du Guinness World Record, cuisiner sans interruption pendant 384 heures, soit 16 jours consécutifs sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou, a fait d'elle la révélation de l'année. Cet événement baptisé Yes We Kate a suscité un engouement populaire sans précédent au Bénin, mobilisant la nation autour de sa gastronomie et de ses valeurs d'endurance. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais le grand format se poursuit. Place à l'invité de la semaine. Bonsoir Alexandre Alavokmeo, vous êtes expert en management et leadership des services et programmes de santé. Vous êtes aussi expert international en redevabilité sociale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Ouais. Je vous remercie. Je sais que vous avez connaissance de la mise en vigueur de la loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025 régissant les associations et fondations. Selon vous, quel est l'objectif principal du gouvernement à travers cette réforme? Je vous remercie et l'intérêt que vous donnez à cette vraiment thématique. Nous sommes en 2025, effectivement, le Parlement béninois a pris la loi et 2025-19 du 22 juillet 2025. Et l'objectif principal, véritablement, pour ce gouvernement, pour notre gouvernement et pour le législateur, c'est pour que le Bénin s'autonomise en termes de lois régissant les associations et fondations, parce que nous avons un héritage colonial qui est la loi 1901. Et donc, l'objectif, c'est véritablement d'assainir ce secteur d'associations et de fondations et de garantir la transparence et la redevabilité, mais aussi la crédibilité de ces organisations et pour limiter les risques de financement occulte, d'action occulte dans notre pays. Ouais. Donc c'est une question de sécurité et de souveraineté de notre pays. Oui, mais pensez-vous que l'abrogation de la loi française de 1901 au profit d'un test international est une avancée pour la souveraineté juridique du Bénin? Je pense que c'est affirmatif. D'accord. Parce que un pays qui veut véritablement avancer doit pouvoir et se mettre à jour par rapport à son contexte, à ses réalités, à la vision de gouvernance de son pays, aux réalités socio-culturelles, pour asseoir une loi qui va régir les associations et les fondations, que ce soit au niveau national ou au niveau international. C'est ça qui va permettre à ce que le rapport entre les organisations, le rapport entre les hommes, entre les femmes, entre les associations et les institutions de la République soit assaini. Ouais. C'est que la réforme a prévu pour toutes les organisations un délai de mise en conformité de 9 mois. Ouais. Délai qui vient à échéance en avril 2026, tout près, bientôt, hein, dans 2 mois exactement. Ouais. Êtes-vous certain que toutes les organisations mettent déjà à jour leur statut pour se conformer à ce nouveau cadre légal? Je n'ai pas l'impression que les organisations, les associations en République du Bénin comprennent l'enjeu. L'enjeu de cette mise en conformité. D'accord. Et je ne sais pas s'ils sont conscients que leur personnalité juridique tombe automatiquement et tous les acquis tombent automatiquement lorsqu'ils ne tiennent pas dans ce délai de conformité. C'est-à-dire qu'à partir du 22 avril, c'est-à-dire que les 9 mois tombent à 22 avril, oui. Vous allez voir aussi même le décret d'application pris en octobre donne 6 mois. Donc c'est en phase avec
la loi. La loi elle-même, oui. Donc les 6 mois, déjà fin avril, toutes les organisations qui ne vont pas véritablement prendre conscience et engager la mise en conformité, conformément à cette loi et au décret qui mentionne, excusez la tautologie, les mentions obligatoires dans les statuts et règlements de ces associations, et aller sur la plateforme de service public du gouvernement pour faire la mise en conformité, puisque c'est en ligne aujourd'hui. D'accord. Et réunir les pièces qu'il faut. Lorsque vous ne le faites pas et vous n'avez pas votre attestation, ce qui atteste que vous avez fait de la mise en conformité, votre légitimité, votre existence tombe automatiquement, et tous les acquis, les accords que vous avez avec le gouvernement, tous les financements, tout ce que vous avez fait, c'est de non-avenue, et tout tombe automatiquement. Wow. Et donc, il est important que toutes les associations au Bénin comprennent l'enjeu. Ce n'est pas juste la loi est là, on verra. Ce n'est pas on verra. On sait que beaucoup de lois sont souvent votées, mais pas très souvent. Mais lorsque vous n'avez pas cette attestation avant avril 2026, c'est que la loi et les implications juridiques directes, même si vous allez sur la plateforme du service public, la plateforme aujourd'hui, le gouvernement écrit clairement, celui qui n'est pas à jour, sa personnalité juridique tombe automatiquement. Wow. Dites-nous, on sait qu'il y a certains qui s'enregistrent déjà, qui se font déjà enregistrer déjà, et quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de l'inscription sur le nouveau registre des associations et fondations lancé en décembre 2025, puisque vous avez dit que c'est aujourd'hui digital. Oui, je pense que le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, a communiqué sur les démarches, comment chaque organisation doit s'organiser pour s'inscrire, pour commencer la mise en conformité. C'est sur la plateforme naturelle du service public, pour cette plateforme-là, pour commencer la mise en conformité. Ouais. Et les organisations, vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Absolument. Lorsque une loi vient et que vous ne connaissez pas le régime juridique, vous ne connaissez pas les implications de cela, vous allez tomber dans les hésitations, dans les doutes. Vous allez tomber dans les incompréhensions. Et donc, il faut limiter ces risques en s'informant, en se formant, en se laissant accompagner pour avoir les résultats dans le délai. Surtout dans le délai qui est fixé en avril 2026. On sait que le coût des formalités aussi et les nouvelles exigences comptables sont-ils adaptés aux capacités financières des petites associations locales? Non, je pense que ce n'est pas une question de moyens. D'accord. Ce n'est pas une question de moyens. Même si vous allez sur le journal officiel, si vous allez sur la plateforme, c'est 40 000 francs CFA. Vous voyez, ce n'est pas une question de coût, mais c'est une question d'habitude que nous n'avons pas en République du Bénin. L'esprit de redevabilité, l'esprit de la bonne gouvernance et la transparence qui sont des exigences aujourd'hui dans cette loi. Oui. Lorsque on parle de redevabilité, c'est plus facultatif. Absolument. Parce que l'implication directe de cette loi, vous vous mettez à jour, mais vous devez aussi rendre compte de votre compte, de la source de vos financements. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire désormais. Justement. Donc on vous impose aujourd'hui, c'est pourquoi je vous parlais de la bonne gouvernance. C'est ça. On vous impose aujourd'hui en tant qu'organisation la transparence, la bonne gouvernance qui est le minimum qu'on attend de toute organisation désormais. Donc ce n'est pas une question des moyens, mais c'est une question de la bonne gouvernance. Ouais. C'est vrai que vous avez bien fait de le préciser. D'ailleurs, la loi impose effectivement désormais la publication des comptes et une justification rigoureuse de l'utilisation des fonds. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que les organisations sont-elles véritablement prêtes pour cette exigence de redevabilité? Oui. Une organisation qui n'est pas prête du tout à cette exigence, ce n'est pas la peine de faire la mise en conformité. Elle est appelée à disparaître. Il vaut mieux qu'ils acceptent de faire leur dissolution
et pour aller se mettre en regroupement avec d'autres associations pour pouvoir agir. Parce que, vous savez, comme je vous ai dit au début, c'est une question de sécurité. D'accord. La maîtrise des financements publics et privés dans un pays avec tout ce que nous avons au niveau international aujourd'hui et tout ce qui est financement occulte qu'il peut avoir pour déstabiliser un pays ou bien on doit absolument maîtriser les sources de financement de chaque organisation. Ils doivent rendre compte de ça et on doit être en mesure d'auditer. Vous allez voir même qu'avant même cette loi, l'OHADA a exigé déjà à partir de 2023 que les organisations à but non lucratif, fondations, ordres et associations, ils doivent suivre un référentiel qu'on appelle SISBNL, qui exige une manière de tenir la comptabilité au niveau des associations. Vous voyez déjà que au niveau de l'OHADA déjà, cela a commencé. Maintenant, le BN se dote d'un outil véritablement de gouvernance et de redevabilité pour responsabiliser tous les dirigeants d'associations. Vous savez, dans notre pays, on crée juste des associations parce qu'un financement est venu. Mais quand on finit, on ne pense plus à la pérennité de l'activité. Oui. Or, l'aide ne développe pas un pays. Il faut absolument que les organisations apprennent à mettre des outils pour la pérennité de l'action. Lorsque vous créez une association, vous voulez régler un problème de la santé de la population. Vous voulez régler un besoin. Mais la population, vous commencez par régler ce besoin et du jour au lendemain, vous disparaissez. Il y a rupture. Donc, tout cet arsenal juridique permet aux associations de planifier les activités, les besoins en financement, et ils seront crédibles devant la loi, devant les partenaires au niveau national, devant l'État, devant les partenaires au niveau international, et ils pourront capter facilement des financements parce qu'il y a de la transparence et de la redevabilité au quotidien. Lorsqu'on vient, on peut auditer leur comptabilité, on peut savoir qui est dirigeant, est-ce que les réunions se tiennent régulièrement, est-ce que le CA est là, est-ce que l'AG se tient régulièrement, est-ce que les dirigeants effectivement mettre en application les grandes décisions. Vous voyez un peu. Donc, les organes de gouvernance, les organes d'exécution devront être outillés désormais pour garantir la transparence et la sécurité des fonds dans le pays et l'atteinte de l'objectif. Et quel impact prévoyez-vous sur la collaboration avec les partenaires techniques et financiers que nous connaissons très bien grâce à ce nouveau statut plus formalisé? Grâce à ce nouveau statut, vous savez, au niveau de l'agence de développement des services et programmes de santé, et nous avons réfléchi pour accompagner effectivement cette dynamique au niveau du gouvernement. On a vu que c'est un enjeu au niveau national. Nous avons effectivement dit que les difficultés que les associations rencontrent aujourd'hui, vous allez constater que on a constaté sur le terrain qu'ils ne maîtrisent pas le régime juridique. Comment il faut véritablement faire cette mise en conformité et obtenir cette attestation? Comment il faut prendre des décisions pour éviter les sanctions? Comment il faut faire en sorte que les accords qui existent avec le gouvernement continuent, c'est-à-dire que les accords cadres, les utilités publiques que l'État donne, pour que ces accords ne tombent pas, que vous êtes en organisation internationale ou organisation nationale, ils ne comprennent pas toute l'implication. Donc, du coup, l'agence de développement des services et programmes de santé, depuis qu'on a pris les décrets d'application, en novembre dernier, a déjà organisé une formation à leur endroit pour permettre à ce que ces organisations, leurs dirigeants, au niveau, les organes de gouvernance, les organes d'exécution, qu'ils soient formés et être accompagnés pour faire la mise en conformité et être à jour par rapport à ce délai. Donc, c'est une question d'intérêt général, intérêt national que l'agence a pensé et demande à ce qu'il y ait que les organisations se réveillent et aillent travaillent à avoir une formation sur renforcer leur capacité pour se mettre à jour. Donc, ce que nous avons planifié, fait, c'est que vu le délai et vu que les organisations vont perdre
leur existence juridique, oui. perdre tous leurs acquis lorsqu'ils ne se mettent pas à jour. Nous avons prévu pour eux la deuxième cohorte de cette formation qui va véritablement les aider à développer, à renforcer leurs capacités sur le régime juridique et toutes les implications de ce régime juridique. Donc, les organisations nationales et internationales sont véritablement invitées à participer à cette formation et eux-mêmes ou se faire accompagner par l'agence avec ses experts pour pouvoir atteindre les objectifs dans le délai légal. Ouais. Une préoccupation, pensez-vous que l'exigence de reconnaissance d'utilité publique par décret, justement, renforce la crédibilité des ONG ou peut-être, je le dis bien peut-être, limite leur liberté d'action? Non, vous savez, une organisation qui, de par son travail, répond à un besoin de société. Oui. Mais quand il y a trop de contraintes aussi? Non, mais ce n'est pas des contraintes, c'est de garantie. Oui. C'est de garantie parce que lorsqu'on vous donne par décret, vous êtes reconnu comme une organisation d'utilité publique, vous bénéficiez, excusez-moi, des financements publics. C'est ça. Et donc, ça renforce votre crédibilité auprès des partenaires au niveau national et internationaux. Oui. Donc, tous ces partenaires vont vous accompagner. C'est ça. Donc, comment on appelle la reconnaissance d'utilité publique, c'est que lorsque vous arrivez à faire votre mise en conformité et que vous respectez les exigences, c'est au cours de cette formation qu'on va vous expliquer, quand vous avez fait la mise en conformité, si vous n'aviez pas la reconnaissance d'utilité publique, comment vous pouvez faire pour avoir les reconnaissances du public? Vous êtes venu à cette formation, vous aurez ça. Lorsque vous n'avez pas un accord cadre, comment vous devez faire? Mais si vous avez déjà ces accords, vous avez la reconnaissance d'utilité publique et que vous ne faites pas la mise en conformité, tous ces accords tombent aussi à partir d'avril si vous n'avez pas fait la mise en conformité. Donc, du coup, c'est une question d'intérêt national d'aider ces organisations à continuer leur activité sur le terrain, conserver leur ancienneté, les accords, la confiance des partenaires qu'ils avaient, même les organisations internationales qui ont déjà eu des accords au Bénin, lorsqu'ils n'obtiennent pas, ne font pas la mise en conformité pour obtenir la nouvelle autorisation d'exercer en République du Bénin, automatiquement, tout ce qu'ils ont eu comme accord tombe parce qu'ils n'ont pas fait la mise en conformité. Donc, du coup, nous avons pensé à cette formation pour que tout le monde se sente à l'aise, tout le monde soit outillé et limiter les risques de rejet, d'aller-retour de ces documents. Il est important que eux tous soient véritablement outillés. Oui. Parce que toutes les organisations ne sont pas au même niveau d'information. Certaines sont mieux informées et que d'autres et encore mieux préparées. Comment aider alors toutes ces organisations à se mettre au pas pour ne pas subir la rigueur de la loi? Après avril 2026, vous avez parlé d'une formation, mais quelle sera la valeur ajoutée de cette formation? Alors, vous savez, je l'ai déjà commencé. Vous voyez, la valeur ajoutée de cette formation, c'est d'abord, vous savez, la formation a pour thématique d'abord la gouvernance associative et conformité juridique. Et donc, à la sortie de cette formation, vous allez avoir une certification en gouvernance associative et conformité juridique. Cela voudrait dire que vous sortez de cette formation en étant renforcé en termes d'avoir la capacité, les aptitudes pour tenir et conduire une organisation, une association, une fondation. Deuxième chose, vous sortez de cette formation en ayant les capacités nécessaires parce qu'au cours de cette formation, vous aurez les outils nécessaires pour auditer, faire la revue des outils de votre organisation et voir quels sont les niveaux de conformité et comment vous allez faire. Et s'il faut vous accompagner, on vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez la mise en conformité. Donc, du coup, vous voyez que la valeur ajoutée, c'est que vous sortez comme un expert en gouvernance. D'accord. En gouvernance associative, mais vous avez les outils nécessaires pour engager la mise en conformité avec l'accompagnement de l'agence. Donc, quand vous avez ces deux éléments, avec les différents experts, que ce soit experts comptables, que ce soit les hauts juristes, que ce soit les experts en gouvernance, qui seront autour de ces organisations, ils sortent véritablement avec les outils nécessaires pour obtenir l'attestation de conformité en République du Bénin. Donc, voilà un peu la valeur ajoutée de cette deuxième cohorte que nous lançons. Notre souhait,
c'est avec toutes les organisations au Bénin et toutes les organisations du nord au sud, dans toutes les communes, dans toutes les préfectures, qu'ils aient la connaissance, la lumière nécessaire pour que leur rôle, qu'on ne démontre plus dans nos sociétés, et juridiquement ne tombe pas. Ouais, comme on le dit, l'information c'est le pouvoir. L'information c'est le pouvoir. Donc si vous nous avez invités en tant qu'experts, et notre intention véritablement c'est véritablement de permettre à toutes ces organisations d'avoir l'information et de savoir qu'il y a la formation sur la gouvernance associative et la conformité juridique, qu'ils peuvent véritablement participer à ça pour sortir avec les aptitudes nécessaires pour mieux diriger l'organisation, parce qu'ils ne savent pas demain. Vous savez, les exigences de cette loi aussi, c'est la responsabilisation des dirigeants. D'accord. On peut les inculper pour mauvaise gestion. Ah oui. Oui, puisque lorsque on vous dit que vous devez déclarer vos comptes. Oui. Ça voudrait dire que lorsqu'il y a des soupçons de fraude, de malversation, on peut vous interpeller. Lorsque vous ne tenez pas une comptabilité conformément au nouveau système, on peut vous interpeller. Donc, c'est une question de responsabilisation. Donc, les dirigeants ont intérêt à suivre des fois. On ne se lève plus. Avec cette loi, avec ces exigences, on ne peut plus se lever et dire je suis président d'association, je suis directeur d'association, de fondation, d'ONG, sans avoir des... On ne donne que ce qu'on a. Et ce que la loi demande aujourd'hui, il est important que chacun, en ce qui le concerne, se demande, est-ce que je suis suffisamment outillé pour diriger mon organisation? Si je ne suis pas suffisamment outillé, je cherche les voies et moyens pour le renforcement de mes capacités, pour la réussite. Et qu'avez-vous à répondre à ceux qui pensent que cette nouvelle loi est faite beaucoup plus pour dissoudre, de faire disparaître les petites associations au détriment des grosses entreprises, des grosses organisations qui ont plus de moyens? Non, ce n'est pas une question de moyens. D'accord. Puisque la loi... Ceux qui n'existent pas peuvent créer d'associations, toujours continuer par créer d'associations. Avec la nouvelle loi. Avec la nouvelle loi. Mais ceux qui existaient, on leur demande juste, prenez vos statuts, faites les ajustements nécessaires conformément aux mentions obligatoires du décret. Et maintenant, ramenez les anciens documents qui vous fondent et les nouveaux dirigeants, mettez les pièces sur la plateforme, on check si c'est conforme aux décrets. Automatiquement, absolument, on vous répond. Et puis, on vous répond dans le délai légal. Et puis après, vous avez votre attestation. Donc, pour ma part, ce n'est pas une question de disparition des associations. Au contraire, les petites associations ont intérêt à le faire et à constituer des consortiums pour le bien de la République. Ouais. Donc, ceux qui ont peur de le faire, c'est que peut-être ils se reprochent des choses. Mais c'est très important, ceux qui veulent véritablement garantir la crédibilité, la transparence et la bonne gouvernance de l'association, ils sont appelés dans les délais fixés par la loi, au plus tard avril prochain, à obtenir leur attestation. Si leur personnalité juridique tombe et tout leur accord qu'ils ont avec les partenaires, leur action sur le terrain risque de retourner contre eux après avril. Merci à vous Alexandre Alavok-Meou. Je rappelle que vous êtes expert en management et leadership des services et programmes de santé. Vous êtes aussi expert international en redevabilité sociale. Nous avons ensemble parlé de ce passage obligé de la loi 1901 à la nouvelle loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025 régissant les associations et fondations. Merci d'être passé par-ci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation, pour la confiance. Nous restons toujours disponibles et pour toute autre invitation pour éclairer la lanterne de la population. Nous vous recevrons avec toujours un bon plaisir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre la revue de presse hebdomadaire de Assimo Kanya-Siongbon. Le temps d'installer notre invité média. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la revue de presse hebdomadaire. Lundi, Bénin Intelligent publiait qu'à l'issue d'une journée électorale marquée par des retards d'ouverture dans plusieurs localités, le président de la Sénat, Saka Lafia, s'est exprimé pour dresser un premier bilan du scrutin
J'avoue que la journée a été chaude, elle a été stressante, mais ce soir, tout le stress retombe. Nous pouvons d'abord exprimer notre satisfaction du fait que tous les bureaux de vote au Bénin ont ouvert, certes à des heures différentes, ce que l'on peut regretter. Et de l'autre, la nation informait que le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa, 24 heures après les élections législatives, a fait le point sur l'organisation du dépouillement des bulletins de vote. Il a assuré que toutes les dispositions techniques et logistiques sont en place afin de garantir la transparence et le respect des délais légaux. La presse du jour écrivait vendredi que 6 jours après la tenue des élections législatives et municipales, les résultats du double scrutin ne sont toujours pas connus. Ce n'est pas par faute de manque d'entrain, selon les informations reçues de la Cour constitutionnelle et de la Sénat, les deux institutions habilitées à le faire. La fumée blanche n'était pas apparue, elle pourrait l'être les heures qui suivent. Dans le même temps, l'impatience gagne les états-majors des partis politiques, leurs militants et le peuple qui est allé voter dimanche dernier. Fraternité d'ajouter que selon des indiscrétions persistantes, d'interminables séances se seraient tenues entre les conseillers de la Sénat. Des discussions à huis clos sans qu'aucun communiqué officiel ne vienne éclairer l'opinion publique. Pendant ce temps, des rumeurs vont bon train. Elles évoquent des conciliabules, d'éventuels réajustements, voire des divergences internes. Mais attention, à ce stade, rien n'est officiel, rien n'est confirmé. En clair, ce relatif retard alimente naturellement les spéculations. Pourquoi la Sénat tarde-t-elle à publier les grandes tendances alors que celles-ci sont indispensables à la Cour constitutionnelle pour la proclamation des résultats provisoires? Le challenge parlait, lui, d'élections dans un climat apaisé sur le territoire national et ajoutait que les regards sont tournés vers la Sénat pour les résultats provisoires. Le matinal était sûr que les résultats pourraient être publiés au plus tard jeudi, rapportant ainsi le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, qui a présenté l'état d'avancement du processus de dépouillement. Les premières cantines électorales transmises par la Sénat ont été réceptionnées en début d'après-midi le lundi 12 janvier 2026 au siège de la haute juridiction. Et pendant ce temps, faisait observer la nation, alors que le pays attend encore les résultats définitifs du double scrutin législatif et communal organisé dimanche dernier, l'actualité politique se projette devant un autre rendez-vous majeur qu'est l'élection présidentielle d'avril prochain. Cette échéance importante pour l'avenir institutionnel et démocratique de la nation est marquée par un calendrier électoral bien établi et une configuration politique particulière, notamment l'absence du président sortant arrivé au terme de son second et dernier mandat constitutionnel. À peine les urnes refermées pour les élections législatives et communales que l'opinion publique, les acteurs politiques et les observateurs nationaux comme internationaux ont déjà les yeux rivés sur la présidentielle. Dans la semaine, les publications ont largement relayé l'organisation des Vodun Days qui se sont déroulées du 8 au 10 janvier. Le challenge pointait alors que des milliers de festivaliers venus non seulement de pays africains, mais aussi d'Europe et d'Asie ont fait le déplacement pour s'imprégner de la richesse culturelle béninoise. Bénin Intelligent faisait observer que les Vodun Days 2026 ont confirmé leur statut de méga événement incontournable entre logistique impressionnante et afflux massif de Béninois et d'étrangers. Très enthousiasmés, munis d'appareils photo ou non, ils immortalisent par tous les moyens leur immersion, leur retour aux sources. Fraternité optait pour un focus sur 3 jours de spiritualité, de vaudou, de culture pour écrire que Ouida, cité historique du Bénin, a accueilli l'édition 2026 des Vodun Days, événement majeur identitaire du pays. Se sont ainsi entremêlés pendant 3 jours rites sacrés, mémoire de l'esclavage, transmission spirituelle, affluence et découverte touristique. Retour sur les temps forts des festivités. Et puis,
Décryptage Info rapportait que le royaume de Savalou consacre le maire de North Miami aux dignitaires et scelle une alliance historique avec la diaspora. C'était le mardi 13 janvier, un moment d'une portée historique, spirituelle et diplomatique exceptionnelle, pendant lequel la cérémonie officielle s'est déroulée dans le cadre majeur du Palais Royal de Savalou, une initiative de Sa Majesté Gamfon Nyanyihou Tofa Gbagidi 15 qui, à l'endroit de son hôte, a déclaré, citation, « Aujourd'hui, monsieur le maire, vous ne venez pas en visite officielle, vous revenez à la maison. » Fin de citation. Et à l'hôte de répondre que les océans ne peuvent jamais séparer ce que l'histoire et le sang ont uni. Cette consécration m'honore et m'engage. Elle renforce ma conviction que l'avenir se construit dans la reconnexion, le respect mutuel et des actions concrètes au service de nos peuples. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Les résultats provisoires des élections générales du 11 janvier 2026 sont enfin livrés par la Sénat. Comme vous l'avez constaté, la revue de presse a été montée un peu plus tôt que la proclamation des résultats provisoires. C'est un tournant décisif donc pour la configuration du prochain Parlement et des conseils communaux au Bénin. Ce sera le principal sujet de discussion avec notre invité média qui nous vient du quotidien d'information et d'analyse du service public La Nation. Bonjour Pascal Aguiondé. Bonjour cher confrère Louis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Dites-nous, 5 partis politiques ont participé aux élections législatives. Il s'agit de l'Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, le Bloc républicain BR, les démocrates LD, FCBE, Moël Bénin. La Sénat a livré son verdict hier. En attendant la version de la Cour constitutionnelle, on peut déjà retenir que seuls 2 partis politiques ont passé le cap du double verrou pour partager les 109 sièges de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'Union progressiste Le Renouveau avec 60 sièges et le Bloc républicain avec 49 sièges. Avant de revenir sur les résultats proprement dits, nous avons constaté que l'accouchement a été difficile, voire pénible. Dites-nous, comment avez-vous vécu cette longue attente ? Ah bien oui, l'accouchement a été vraiment pénible et comme on pouvait l'imaginer, puisqu'il s'agit des premières expériences en termes d'élection générale, cela a dû donner du fil à retordre à la Sénat. Naturellement, on pourrait se demander si, entre-temps, des dispositions ont été prises effectivement pour ne pas avoir à observer des retards, parce que vous savez que lors des élections déjà, lors du jour du scrutin, on s'est plaint de beaucoup de retard dans l'ouverture de plusieurs postes de vote. Je pense que tout cela a eu quand même un impact ensuite sur le travail de la Sénat. Parce que naturellement, il y a des zones qui sont revenues tardivement. La revue de presse l'a encore mentionné tout à l'heure. Donc, tout cela a dû, d'une façon ou d'une autre, faire retarder un peu le travail de la Sénat qui a commencé tardivement et qui nous a fait également attendre. La question que moi je me pose naturellement, c'est qu'à quel moment la difficulté s'est-elle présentée? Parce que les propos ont toujours été rassurants. Les propos avant, pré-scrutin, ont toujours été rassurants au niveau de la Sénat par rapport à la logistique et à l'organisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, par exemple, dans les postes de vote comme le PP Kadiaron, un centre de vote comme le PP Kadiaron, qu'on n'ait pas des urnes à temps, qu'on ait des urnes après 10 heures, alors que la Sénat est à côté. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Il y a eu un retard flagrant et on se demande quelle a été la cause incausée qui finit par expliquer ce retard-là. Et ce retard déteint naturellement sur l'arrivée des urnes et ensuite sur le travail de la Sénat. La Sénat qui organise pour la première fois 2 élections, pour la première fois. On imagine qu'il y avait beaucoup de cantines à la fois à la Sénat. Voilà. Le travail a été double par rapport à ce que la Sénat avait l'habitude de faire. J'ose croire que la Sénat a pris des précautions également par rapport au recrutement d'agents électoraux.
il y a eu quand même une large main-d'œuvre qui a dû travailler pour que nous ayons les résultats. Et comme vous l'avez dit, nous avons attendu longtemps et enfin, la délivrance est là. Même si nous pouvions déjà imaginer cette délivrance-là, les jumeaux, on s'attendait bien évidemment à ce qu'à l'arrivée, nous ayons des jumeaux. D'accord. Si vous voulez des jumeaux, on en parlera après, mais le taux de participation nationale pour ce scrutin couplé est élevé à environ 36,73%. Que pensez-vous de ce taux de participation? Voilà, je pense que le taux peut être analysé sur deux aspects. Le premier déjà, c'est que de plus en plus, on sent depuis un moment que les Béninois ne sont plus si attachés à ce devoir qui reste un devoir citoyen fort. Je pense qu'il ne faut plus forcément attendre les élections pour sensibiliser les Béninois par rapport à la participation à la chose citoyenne. Certains se disent c'est leur affaire et ils vont le faire entre eux. Même si je votais, ça donnerait quand même un résultat que je connais déjà. Non, je pense que tous nous sommes appelés à voter, à exprimer notre vote et à participer quand même à la chose publique. Et ça appelle à une sensibilisation aussi bien au niveau des pouvoirs publics qu'au niveau également des organisations de la société civile pour que de plus en plus les populations s'intéressent à la chose publique. L'autre chose, c'est que je pense que les partis politiques ont dû batailler pour qu'il y ait même ce taux-là. Parce que c'était pas gagné d'avance. Vous vous rappelez que le président étant sorti après son vote a pu quand même se réjouir de voir que les gens sont sortis, les gens sont allés voter. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, le président s'est réjoui de voir qu'il y ait quand même eu des citoyens qui sont toujours attachés à ce devoir civil. Voilà, exactement. Donc, d'une façon ou d'une autre, on peut se dire que c'est clair qu'on n'attendait pas un tel déplacement de citoyens au niveau des postes de vote. Maintenant, mais qu'est-ce qui explique ce désamour de plus en plus progressif vis-à-vis des élections, alors que c'est un devoir civique, c'est un devoir que chaque citoyen en âge de voter devrait accomplir? Ah bien, pour ma personne, je pense que c'est la tournure des dernières élections où, pour la plupart du temps, les résultats pouvaient s'entrevoir à travers déjà les candidats en lice, à travers les partis en lice. Vous voyez, les dernières élections depuis, je dirais, 2019, je pense que ce sont des élections qui ont dû un peu fragiliser cet élan-là des citoyens à aller voter. Vous connaissez un peu la sociologie béninoise et tout ce qui l'entoure. Et vous savez que d'habitude, on aime que tout le monde participe à la fête. Et dès qu'il y a des gens qui participent à la fête, naturellement, il y en a qui se désistent. Il y en a qui n'ont plus envie forcément d'aller exprimer leur vote. Donc je pense que c'est déjà le premier aspect des choses. L'autre chose, et qui concerne particulièrement cette élection, le retard a été pour beaucoup. Parce que, moi-même étant allé sur le terrain, dans l'UME, j'ai pu voir des citoyens arriver très tôt dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, attendre jusqu'à 9h, vous voyez, vous avez 2 heures d'attente, et après vous êtes rentrés. Ce n'est plus évident d'avoir tout le monde. Il y en a qui ont quitté loin, parce que le poste de vote étant peut-être dans une autre commune ou un autre département, qui ont quitté loin, qui sont arrivés, et qui ont attendu 2 heures de temps, mais après qui ont dû vaquer à leurs occupations parce qu'ils avaient d'autres choses à faire, qui ne sont plus revenus. Je pense qu'on a perdu quand même beaucoup de personnes du fait du retard également. D'accord. Selon les résultats provisoires de la Sénat, l'Union progressiste, le renouveau dirigé par Maître Joseph Diaguenou arrive en tête pour les législatives avec 60 députés, en attendant confirmation justement de la Cour constitutionnelle. Oui. On dirait que ce parti confirme sa supériorité de représentativité au plan national. Oui, rien d'étonnant quand on sait que c'était déjà le parti le plus grand, le Baobab, et que le parti n'est pas resté, je dirais, au statu quo. D'une façon ou d'une autre, le parti a mouillé le maillot. Vous avez vu, la campagne électorale a été rude, même entre jumeaux, comme je l'appelais tantôt, mais ça a été une campagne rude. Et sur le terrain, cela s'est manifesté. Vous allez dans des communes, dans des départements, et vous sentez qu'il y a un fort ancrage de ces deux partis-là, mais qui se combattent avec les moyens légaux, bien sûr, on sent qu'il y a quand même un challenge, une émulation au niveau des deux partis, et que les partis ne se ménagent pas. Il n'est pas question de dire
qu'on est tous de la mouvance. Bon, il n'est pas question pour l'UP de dire je vais vous céder la première circonscription parce qu'on est peut-être tous de la mouvance. Non. Vous allez voir que les scores sont serrés parfois dans certaines circonscriptions électorales, mais que l'UP garde quand même, conserve sa suprématie. Mais il faut saluer l'effort au niveau du BR plutôt. Moi, je ne regarde pas le chiffre de l'UP, mais plutôt le chiffre du BR. Pourquoi? Le BR qui s'est beaucoup plus Pourquoi rapproché. Le BR s'est beaucoup plus rapproché de l'UPS. Donc il y a un travail qui a été fait. Alors. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un grand travail qui a été fait. Parce que quand vous voyez la mandature qui est passée, avec 28 députés, je pense, au niveau du BR, et qu'aujourd'hui, vous voyez que le BR se rapproche autant de l'UPS. Ça veut dire qu'il y a un travail de fou qui s'est fait, un travail minutieux au niveau de ce parti-là. Ce parti a gagné peut-être en visibilité, en crédibilité. Et aujourd'hui, ce parti peut quand même se considérer comme également étant un parti qui est aussi puissant que l'UPR. Parce que dans plusieurs circonscriptions électorales, les votes ont été serrés, les scores ont été serrés. Et cela montre que le parti, le bloc républicain, a aujourd'hui une meilleure audience. Ouais. Voilà. On sait que le parti Les Démocrates, malgré ses voix, n'a pas obtenu de siège à cause du seuil électoral proposé. Doit-on penser que ce parti de l'opposition, qui se dit assez représentatif du peuple béninois, ne l'est pas en réalité? Est-ce qu'il faut parler de désillusion ou plutôt parler de chute politique? Ni l'un ni l'autre, pour ma part. Je pense sincèrement qu'ils sont simplement victimes des lois électorales. Ils sont victimes de la loi parce qu'on pouvait déjà s'imaginer que cela serait difficile d'avoir 20% partout. Cela est presque impossible pour un parti comme les démocrates. Les démocrates sont nés quand? Je pense que sont nés à la lumière des nouvelles lois électorales. Je pense que les démocrates, c'est peut-être à peine 7 ans de vie. Ouais. Donc mais voilà. Il y a beaucoup d'acteurs qui animaient la vie politique. Bien sûr, mais prenons l'exemple de FCBE, qui était là bien avant les démocrates, mais qui n'a eu que 4%. Moël Bénin, et peut-être qu'ils sont arrivés au même moment peut-être que les démocrates, mais qui n'ont eu que 1%. Donc je pense qu'un effort a été fait d'une façon ou d'une autre. Et quand vous prenez des circonscriptions électorales comme, je dirais, la 8e, la 2e, vous voyez que le score est quand même avantageux. Par exemple, la 8e, mais les démocrates passent en premier. Ouais, donc je pense que d'une façon ou d'une autre, le peuple a pu voir quand même qu'il y a un parti qui a gagné l'amour de plusieurs citoyens, mais qui malheureusement ne sera pas à l'Assemblée nationale du fait des lois électorales. Voilà. Si les lois électorales n'étaient pas si exigeantes, et je pense que vous aurez peut-être bien 30 à 40 députés LD, parce que dans plusieurs circonscriptions, ils ont dépassé les 20% dans plusieurs circonscriptions. Vous l'avez bien dit, malgré les 16,14% de voix au plan national, les démocrates n'ont aucun député. Le double verrou introduit par le nouveau code électoral au Bénin a certainement eu raison de ce parti qui avait aussi en son temps refusé de faire des accords de coalition parlementaire parce que ce parti en avait la possibilité. Non, ils ont refusé de faire des accords de coalition parlementaire avec les autres partis. Est-ce que les démocrates doivent-ils s'en prendre à eux-mêmes? Bon, c'est une question que seuls les démocrates à laquelle les démocrates pourront donner réponse. Mais pour ma part, en tant qu'observateur, je dirais qu'ils avaient à prendre, qu'ils étaient pris dans un jeu de pile ou face. Parce que vous faites l'accord de coalition et vous devez nécessairement aller à la table de négociation. Forcément, vous serez amené à faire des choses qui vous mettent un peu inconfortable. Quand vous êtes un parti et que vous avez une position donnée, que vous avez gardé cette position-là jusqu'à la fin d'une mandature, et qu'à la lisière des élections, on se rend compte que vous faites une coalition parlementaire juste pour avoir des députés à l'Assemblée nationale. Oui, mais ce n'est qu'une stratégie politique. Oui, et en politique, on ne dit jamais jamais. Oui, bien sûr. En politique, tout est possible. En politique, tout est possible. Et la politique, c'est pas pour les enfants de cœur. Est-ce qu'ils ont raté quelque part cette stratégie politique qui leur confère une certaine opportunité d'avoir des représentants au Parlement? Mais voyons la question dans le fond. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu conclure un accord de coalition avec le P ou avec le BR? Moi, pour ma part, j'en doute fortement. J'en doute fortement parce que l'UP n'a aucun intérêt parce qu'il s'agit d'intérêt. Dans un accord de coalition, c'est une question d'intérêt. Les FCBE ont intérêt à aller faire un accord de coalition avec les deux grands blocs de la mouvance. Moël Bénin a intérêt à aller faire un accord de coalition. LD a certainement intérêt parce que n'étant pas sûr d'avoir les 20% partout. Voilà. Mais est-ce que l'UP
a intérêt à aller faire un accord de coalition avec LD qui n'a jamais voté les lois, qui n'a jamais voté, même quand il s'agit de loi de finances, même quand la loi normalement est censée leur avantager, qui ne vote jamais. Quel est l'intérêt pour l'UPR d'aller faire un accord de coalition avec les LD et pour le BR d'aller faire un accord de coalition avec les LD? Moi, je pense que même s'il nourrissait ce désir, je ne sais pas si en temps il y a eu des approches. Nous, on ne peut pas le savoir. Voilà. Peut-être qu'il y a eu des approches, peut-être qu'il n'y en a pas eu du tout. Mais pour ce que nous pouvons observer, LD a peut-être cet intérêt-là, mais les deux grands blocs de la mouvance, et moi j'étais à la place de ces deux grands blocs de la mouvance, je n'ai aucun intérêt en fait à aller faire un accord de coalition avec LD, aucun, puisque je suis sûr, moi, en étant déjà en accord de coalition avec peut-être l'autre bloc, d'avoir au moins les 10% au plan national, et que nous arrivions certainement premiers, nous pourrons partager les sièges. Ça ne dérange pas de faire plusieurs accords? Bien sûr, vous avez vu, voilà un accord où il y a quatre partis qui ont fait un accord, il y a 2 partis qui n'ont même pas pu avoir les 10% au plan national, et les 2 grands blocs s'en sont sortis. Et j'ai vu un peu les résultats de la Sénat, mais ces 2 grands blocs ont pu avoir pratiquement les 20% dans plusieurs circonscriptions. Donc c'est des blocs qui sont assez représentatifs et qui n'ont pas forcément besoin des LD pour avoir des sièges au Parlement. Donc je pense que les LD seraient peut-être allés faire la courbette aux 2 partis, aux 2 grands partis de la mouvance, aller faire la courbette pour quémander peut-être cet accord-là, et peut-être que c'est cette humilité politique-là qu'ils n'ont pas voulu avoir. Cette humilité aurait été peut-être salvatrice, qui sait. Bon, voilà. La plupart un autre aspect, toujours parlant de ce parti de l'opposition, la plupart des anciens députés LD qui ont démissionné se sont retrouvés sur des listes UPR, BR, et plusieurs retournent à l'Assemblée nationale sous la bannière de leur nouvelle formation politique. Apparemment, on dirait qu'ils avaient fait le bon choix, même s'ils ont été critiqués. Ils ont anticipé apparemment sur l'échec du principal parti de l'opposition, non? Alors, chers confrères, c'est d'abord votre souris qui est éloquent. Il est aussi éloquent que le mien. Bon, on pouvait s'y attendre. Vous voyez, quand au dernier moment, vous refaites vos calculs et que rapidement vous changez de siège, ce n'est pas pour plaire aux yeux de quelqu'un. C'est forcément parce que vous avez plus à gagner ailleurs. Et lorsque vous voyez, tenons-nous bien, nous avons pu voir également que le chef de l'État a pu s'exprimer au lendemain de ces événements-là et a d'ailleurs dit qu'il demanderait à ses partis de récupérer toutes les personnes qui désirent quand même entrer dans les blocs de la mouvance. Et ce n'est pas non plus pour leur jeter des fleurs, c'est clairement parce qu'on veut les positionner, parce que leur désistement, le fait qu'ils se soient désistés, a pu occasionner quand même, a pu fragiliser le parti qui est un parti concurrent. C'est pourquoi je reste dans la logique de me dire, tant que vous êtes un parti concurrent et qu'on n'a pas intérêt à faire un accord avec vous, vous avez beau venir demander un accord, vous ne l'aurez pas, parce que ce serait dommage d'aller partager des sièges avec un concurrent qui n'est prêt à rien concéder en fait, à rien concéder. Les LD n'ont jamais été, je dirais, n'ont jamais été un peu conciliants avec l'UPR. S'ils étaient conciliants, peut-être que l'accord aurait été naturel, cela se ferait, parce qu'après tout, ce sont des acteurs politiques, ils se connaissent depuis des lustres. C'est les mêmes, on prend les mêmes, on recommence les mêmes, mais juste que bon, ils sont dans d'autres camps aujourd'hui. Ils auraient pu se dire, bon, écoutez, bon, on se connaît, on peut quand même faire un accord pour nous retrouver encore tous encore à l'hémicycle. Mais là, vous avez un parti qui n'a jamais été conciliant avec les autres parce qu'il est resté dans la droite ligne de ces idéologies, et 2 partis qui sont quand même des partis assez représentatifs et qui n'ont pas forcément besoin de ce parti-là peu conciliant pour gagner les sièges à l'élection. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, ceux qui ont quitté ont dû se dire, bon, en restant dans la même logique où nous ne sommes pas du tout conciliants, c'est que nous n'avons droit à rien. Donc il faut quand même à un moment donné, en plus d'une façon ou d'une autre, je ne vais pas parler de courbette, mais aller quand même dans les grands blocs qui ont également déjà une grosse machine derrière et qui peuvent, grâce à leur machine, nous porter et nous amener à avoir des sièges à l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est fait. Moi, je ne suis pas du tout surpris. Pour tous, on s'attendait déjà à ce que ce loi soit positionné. Surtout qu'on sait que des mastodontes ont été retirés de la liste de UPR et de BR, de grands acteurs politiques. On dû faire place à ces nouveaux-là. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué, Pascal, sur la liste des nouveaux députés élus, je dis toujours en attendant confirmation de la Cour constitutionnelle, bien évidemment, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plusieurs ministres de l'actuel gouvernement qui vont à l'Assemblée très bientôt? C'est à croire qu'ils ont très vite choisi leur chemin, leur nouveau chemin politique. Est-ce qu'on aura un remaniement dans les prochains jours en attendant l'élection présidentielle? Ah ben, je pense que c'est le même jeu politique auquel on assiste depuis bien longtemps.
Vous savez, les ministres sont des acteurs politiques assez impactants dans leur région. Et d'une façon ou d'une autre, lorsque nous prenons un peu la configuration des élections qui sont passées, il y a eu chaque fois des ministres qui sont allés aux élections et pour la plupart, tous ont obtenu leur poste parce qu'ils ont quand même de l'aura au niveau de leur zone géographique. Des populations, surtout de la localité. Exactement. Donc, je pense que c'était beaucoup plus pour assurer le vote au niveau de leurs partis politiques qui sont allés tête de liste. Parce que les voyants, les populations, les voyants vont forcément reconnaître en eux leur fils, non seulement leur fils, mais quelqu'un qui appartient vraiment à la localité et qui impacte la localité. Donc je pense que c'est stratégie politique et que parmi ces ministres, il y aura très peu qui chercheront à siéger effectivement au gouvernement. Quand on sait que la présidentielle approche également et que pour la présidentielle, le jeu est presque plié et qu'il y a une forte probabilité que plusieurs ministres reviennent encore. Le jeu est peut-être plié, mais il n'est pas sûr que le ministre soit reconduit. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il y a une forte probabilité qu'il soit reconduit. Écoutez, regardez un peu les 10 ans que nous avons vécu. Et il y a eu très peu de remaniements ministériels. Il y a eu de remaniements ministériels que lorsque des problèmes se sont posés en fait. Ça n'a pas été un remaniement ministériel juste pour changer la tête de tel ou tel parce que tel ne me donne pas le... Non, il y a eu des problèmes qui se sont posés et qui ont amené à ce qu'on fasse des remaniements ministériels. Donc je pense que c'est... Et quand on dit que c'est la continuité, et excusez-moi, c'est peut-être de l'ironie, puisque l'OSOSA nous dit également que ce sera de la continuité. Donc bon, voilà, peut-être que... Vous êtes venu près du phare, non, loin de moi, voilà. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est que dans cet élan de continuité, on cherchera quand même à conserver une grande partie de l'équipe qui travaille déjà et qui sait faire le job et qui a peut-être montré ses preuves déjà et qui peut continuer dans la même dynamique avec quelqu'un qui est resté dans cette même dynamique. Je doute quand même que pour la présidentielle, on voit un gouvernement où il n'y a que de nouvelles personnes. Cela ne serait même pas efficient pour le président de la République qui arrivera. Nous verrons bien si les prédictions du près du FA Pascal Aguehoundé seront justes. Selon les tests, la 10e législature sera installée le 8 février 2026. Un parlement, sauf avis contraire de la Cour constitutionnelle, sera exclusivement aux couleurs de la majorité présidentielle, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc un parlement monocolore, comme les Béninois aiment bien le dire, comme celui d'ailleurs de la 8e législature. Quels peuvent être les impacts positifs comme négatifs sur l'animation de la vie politique et surtout le contrôle de l'action du gouvernement? L'exécutif, simplement, sur le chapeau de roue. L'exécutif a devant lui un boulevard pour réaliser ses actions. Tout simplement. Et puis, le souvenir de 2019 n'est pas si loin que ça. On a pu voir la mandature de la 8e mandature en 2019 et on a pu voir tout ce qui s'est passé. Et les projets de loi sont quasiment des lois votées parce que tout naturellement, ces projets-là sont écrits déjà par des personnes qui sont de la machine de ces deux parties-là, vous voyez. Et vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs ministres qui sont également de ces deux parties-là. Ouais. Donc, les projets de loi sont bien déjà taillés, en fait, dans l'exécutif et reçoivent naturellement un assentiment quand ces projets-là vont au niveau du Parlement. Il y a peut-être de petits ajustements techniques. Voilà, on doit travailler également. Mais ce qui est sûr, dans le fond, les projets de loi sont souvent maintenus. Dans ce que je peux appeler le contrôle de l'action gouvernementale, naturellement, on n'aura pas un contrôle aussi fort qu'on l'espère. Mais je veux avoir quand même confiance en ce que chacun de ces députés-là, se disant désormais élu du peuple, parce qu'on n'est pas dans un mandat où vous croyez peut-être élu d'une zone, hein. On est dans un mandat où vous devez vous dire que vous êtes élu du peuple. Voilà. Donc chacun des députants ayant cette charge-là d'élu du peuple saura quand même mesurer la portée de sa responsabilité et pourra d'une façon ou d'une autre, et à chaque fois que se pose au moins la question de l'action gouvernementale, la question du contrôle de ce que fait l'exécutif, que chaque député pourra de façon effective jouer son rôle et se questionner lorsqu'il y a des points d'ombre, lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas assez, lorsqu'il y a encore de la peine pour les populations sur tel ou tel domaine, que les députés qui sont les élus du peuple puissent quand même encore demander à l'exécutif de revoir sa copie, de peut-être refaire telle ou telle chose, de donner plus priorité à tel ou tel aspect des choses. Ce serait bien pour notre pays et ce serait bien pour la patrie. Une chose est claire, vous l'avez dit tout à l'heure, le boulevard du développement est largement balisé maintenant pour le prochain président de la République. Voilà. Ouais. Merci à vous, Pascal Aguehoundé. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Bon dimanche à vous. Merci. Nous allons à présent, mesdames et messieurs, faire un clin d'œil à nos partenaires, le temps d'installer l'artiste de la semaine.
Eddie. Bon, regarde un peu la gauche. Ah ouais. Dean, tu verras un ballon pour balader même. Non, mon gars, pas sûr. Moi, je pense qu'il a une bonne approche. Hein. Il aura le numéro. Hein. Ah ouais, mon gars. T'es sûr? Je te dis, non. Minicain. Je te dis, mon gars. Minicain. Et à moi. Regarde un peu. BetMomo, profitez d'une plateforme de paris riche en possibilités. Vous allez aimer jouer. BetMomo, le jeu ne s'arrête jamais. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement, dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Les médias du secteur privé veillent scrupuleusement durant cette période sur les règles d'équité, d'impartialité et d'objectivité. Nous nous soumettons à l'obligation du respect du droit de réponse, conformément aux tests en vigueur, et veillons à l'observation stricte des obligations résultant de la convention signée avec l'ARAC. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias de service public. Mesdames et messieurs, l'invité que nous recevons aujourd'hui est la preuve vivante que la passion ne connaît ni. Il a commencé dans l'ombre pour se l'allier un téléphone de fortune et des showcases improvisés à semi-craquer jusqu'à ses premiers pas en studio avec le titre Molo Molo. Il a transformé les moqueries en moteur pour avancer. Inspiré par la réussite de Paquet Genzo et porté par le rêve de fouler les plus grandes scènes, il vient nous partager son univers, ses doutes, mais aussi surtout son ambition. Accrochez-vous, le jeune talent que nous recevons aujourd'hui ce dimanche comme artiste a tout pour surprendre l'arène musicale et c'est d'ailleurs son nom, Olowe. Nous allons le suivre tout de suite. No money, no swag, I'm music. This is about your logo, ouais. Le Bled Montana. Yam yam fité ou so, yam fité ou leya. Et moi, Didi, voilà. Okwana misi gbende kava suswato vola. Okona nukuro mi va mourir na tomiola. Depuis enfance, mon m'a conseillé. Ben baro confiance, na me gbetodeo. D'avancer solo, avec ma science. Bientôt je ferai mon bilan, de construire tout en silence. Je sais où je vais, mais rien des raisons minotes. Aigle mon coup, azare wa iboro comiton. Obligé de le faire, sinon garo no via ma siton. Ya que les miens dia, et tu fouta les bidji. Mi te no beno fessi, on est va pon que mi jao. Que minja wanko todio ezonyo le dilati zozo papia le dilami ma ugan le tinye ma mautan le tinye et na futa le bidi obe mi amegenge iwa be dija papa et cheka le diva ma kwepa ma ouye dans ma tête c'est l'argent et plus de l'or yam yam fité ou so et moi Didi voit des mia do poela okona misi bende kava suswato vola okona nukuro mi va mourir na tombola nyam nyam fikem so ba nyam fikem lea nyam nyam fikem so ba nyam fikem lea. Cédez-moi la place. D'une part avec les hypocrites. Je suis le Gobé Gang. Car c'est ma thérapie. Toujours
toujours palpé comme le boss de la Tesla. Pendant qu'il court derrière les culs, moi dans ma tête c'est la quicheta. Ils m'ont pas fait confiance, pourtant je suis un as. Dans ce game je suis le king, alors je prends des tasses. Y'a la monnaie qui me drague, le succès qui me follow. Pour ne pas faire avoir, je viens en mode solo. Quand t'es avec moi, tu marches pas avec mes ennemis. Si t'as fait du bien, alors attends-moi au paradis. En plateau avec Olowe, bonsoir. À l'état civil, tu réponds au nom de Ndanante, mais ton nom d'artiste c'est Olowe. Quelle est la signification de ce nom d'artiste que tu as choisi? Olowe, d'ailleurs, je peux dire ça vient pas de moi-même. Ah oui, ça vient d'où alors? Ça vient de ma mère, c'est ma mère qui me l'a donné. Olowe, d'accord. Et là aujourd'hui, tu utilises Olowe beaucoup plus en tant qu'artiste. On raconte que tes premières mélodies ont été capturées sur un petit téléphone Itel. Oui. Quel souvenir gardes-tu de cette époque où tu devais te cacher pour créer? Là, je peux... Aujourd'hui, quand je me souviens, j'ai tiré beaucoup de leçons. Je peux dire que tout ce que j'ai traversé avant d'être ici, beaucoup de choses que je ne peux plus faire dans le futur, quoi. Ouais. Donc, actuellement, j'ai appris beaucoup de choses que je dois améliorer ma manière de faire, genre, de me présenter à des endroits, n'importe quel endroit, vous voyez. Genre, j'aimerais un bloc, quoi. C'est ça. Moi, en tant qu'artiste, je dois me respecter d'abord. Ouais. Donc, c'est un peu ça. On sait que tu as souvent forcé le destin en te présentant à des showcases, sans être invité d'ailleurs. Oui, sans être invité. Et qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là quand tu es à la scène? On y va. Ça me fait mal, Parce qu'on ne m'a pas invité, je me dis... Que tu dois chanter quand même. Ouais, parce qu'ils ne m'ont pas vu une fois monter sur un podium, vous voyez. D'accord. Donc, genre, je dois les choquer, quoi. Genre, je dois tout faire. Un jour, il y en a 10 000 quoi, pour cacher dans les pauvres dans ce bloc. Quoi. On sait qu'en 2021, tu sors enfin Molo Molo. Ouais. Qu'as-tu ressenti la première fois que tu as entendu ta propre voix avec une qualité studio professionnelle? Parce que au début, c'était avec ton petit téléphone Itel. J'étais vraiment content, quoi. Genre, ça me fait genre comme si j'étais déjà une star. D'accord. Genre, je me sens déjà une star, quoi. C'est bon. Mais quand même. Il reste encore beaucoup, hein? Ouais. Tu as encore du chemin. Ouais. On sait que, comme beaucoup d'artistes, tu as traversé des moments de doute où tu as pensé à tout arrêter. Dites-moi, qu'est-ce qui donne la force de continuer quand les résultats ne sont pas là? J'ai suivi beaucoup. Réussir leur vie. Alors que toi, tu as du mal à réussir. Ouais. Je me dis, surtout la leçon Paki Chenzo. J'ai suivi tout son parcours. Quand je le vois, je vois son passé, ce qu'il a traversé, malgré tout ce qu'il a traversé, il a pu réussir sa vie. Ouais. Justement, quand tu parles de Paki Chenzo, on sait que selon les enquêtes que j'ai eu à mener sur toi, certaines personnes se moquaient de toi en disant que tu ne savais pas chanter. Aujourd'hui, là. Je peux leur dire que aujourd'hui, je chante ici en tant qu'artiste, aussi réalisateur. Je peux leur dire que ils n'ont été beaucoup. D'ici dans quelques mois, je vais aussi faire sortir d'autres clips, d'autres vidéos. Et on enchaîne, quoi. Ils seront choqués. Mais quand même, tu sais que tu as beaucoup
très, très... Avant de continuer cet entretien, nous allons rapidement suivre un autre de tes clips qui quand même révèle que tu reviens de très loin. No money, no swagger music. Maman chérie à moi. Davodou, Tolo, ouais. Mumbe m'a dit rapide. Adire valo. Mumbe m'a blé vivide. Jalousie pano. Mumbe m'a ou karoti ma mere mate titio. Alpha, Omega, Keita yan savalo. Apeda gbedagbe ne valo. Ehun gangan ne valo. Sika eti ega neva. Le koli jina o yawe. Ballon ne futo ne como. Tu veux faire plaisir à papa, faire plaisir à maman et faire danser tous mes fans. Abonné au low, no money, no swagger music, ouais. Keita ya lava, coco. Maula se va, coco. Keita ya lava, coco. Maula se va, coco. Namaste, oh lo ouais. Tu n'es pas mon Dieu, je suis pas ton Dieu. On veut tous passer, mais pourquoi tu m'en veux? Ferme ta gueule, je suis né pour briller. Tu veux pas, je dois percer. Attention, jaloux, faut te me fier. Anna, c'est son tu es ma signe défié. Mon inspiration, c'est Dieu donné. Oh, c'est Dieu donné. Je fais des hits, tu fais des... Par raison, nous sommes pas en compétition. Non, envie d'y aller, mado concurrent. Atteste mi walai, je suis pas dedans. Non, envie d'y aller, mado concurrent. Et Adidi, ma way nana. Non, envie d'y aller, mado concurrent. Keita ya lava, coco. Maula se va, coco. Keita ya lava, coco. Maula se va, coco. Keita ya lava, coco. Maula se va, coco. Elava, c'est le clip que vous venez de suivre. Elava, qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? C'est des moqueries. Que je peux pas réussir. De laisser que je sais pas chanter. Ouais. Donc je me suis inspiré un peu de ça, quoi. Et tu dis quoi exactement dans la chanson? Parce que tu as parlé éminent, tu as parlé fond, oui. Ouais. Forcément, quoi. Si c'est pour moi, même si c'est dans le sous-sol, ça viendra. Forcément. Ouais. On sait que tu n'as pas que des gens qui se moquent de toi, tu as aussi des gens qui croient. Joue ces personnes-là dans ton équilibre personnel? Bon, ces personnes qui croient en moi me donnent la force tout le temps. D'accord. Et chaque fois, je me dis, je ne peux pas les renier. Vous voyez? Donc je dois tout faire. Pour les mettre de la fierté, quoi. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. Tu cites souvent Paki Chenzo comme ta plus grande source d'inspiration en 2024. Qu'est-ce qui te plaît véritablement? Bon, sa manière de chanter, lui-même en personne. Il m'inspire quoi, sa manière de chanter. Et moi seront sur un beat. Inch'Allah. Si cette collaboration se réalisait demain, quel message aimerais-tu faire passer au monde entier? J'aimerais le dire que abandonner, je n'ai jamais abandonné. Il m'a découragé au bloc, quoi. Et que mes tests c'est pas facile, mais on va le faire. On sait que le concours Tavac t'a révélé à Savecraqué un déclic pour toi. Si tu devrais y retourner aujourd'hui, non plus comme un spectateur,
Mais comme tête d'affiche, la star qui devrait venir, le chanteur de la soirée, quel message donnerais-tu aux jeunes garçons que toi tu étais, quand tu étais là, tu suivais toutes les scènes? Ça me ferait grandement plaisir. Bon, j'aimerais aussi dire, en ce temps, bon, j'ai envie de monter, mais je sais pas, quand j'ai pas la scène, quoi. Vous voyez, et quand je vois des artistes monter, comme si c'était, vous voyez, c'est un peu ça. Et quand l'année prochaine, j'avais des imaginations. Et tu t'es battu. Ouais. Dis-moi, quels sont tes projets pour les mois à venir? Est-ce qu'il y a de nouveaux singles en vue? Est-ce qu'il y a des clips en pré? Beaucoup même, plein. Je peux bien comprendre, on veut savoir tout ce qui se prépare. Il y a c'est une chanson d'amour nommée comment je dis? Tu es amoureux, c'est ça? Non. Non, ouais. J'ai juste posé la question. Peut-être que tu vas nous livrer peut-être le nom de ton amoureuse aussi sur le plateau. On ne sait jamais. Voilà. Non. Mais j'ai plein de... 2026, je vais tout balancer. 2026, hein? 2026. Donc on attend impatiemment ce son. Ouais. Avant de poursuivre, nous allons encore suivre rapidement et on revient en plateau pour la dernière partie. Fresh. Tu connais les gars. Easy over your low. No money, no swag on busy well. J'suis naissant et je partirai seul. Souci les de quoi, faut que j'oublie. Mais les rosaya, maintenant c'est vivi. Consommer et mourir en paix. Ainsi encore le bleu d'Orimé. Ainsi encore le beau Igbaï. Mais fais-tu un payer dans ta bougie? Mais c'est vivi ou un dodgy. Niga guerre ou afoji. Maro yama, maro merezi, maro merego. Domi doma jagwe. Maro yama, maro manu mamu, amanu mamu, manu majaga, manu mamu. Tu ne bois pas, tu mourras, mais il faut toujours boire avec grande modération. Donc, il ne faut pas boire jusqu'à mourir, justement, c'est ça le plus important. Un mot très rapidement à tes fans, ouais. J'aimerais vous dire que je vous aime.
Instagram, Facebook et Spotify et Audiomack, tout. Il y a aussi des projets qui arrivent quoi. 2026, là, on ne va pas du tout s'amuser. Eh bien, merci à vous, à toi, Olowe, d'être plaisir pour nous de donner un coup de pouce à ces jeunes artistes, à ces jeunes talents qui émergent. Ce que j'ai à dire, c'est de garder toujours l'espoir comme tu l'as toujours gardé. Et bon courage à toi en tout ce que tu fais. Merci. Et garde l'humilité que tu as toujours gardée en toi pour que la musique t'accompagne, pour que les aînés aussi te tendent la main pour te hisser haut là où tu veux aller. Cette émission, merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous et surtout, portez-vous bien.